Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment respecter les règles d'hygiène et assurer une gestion rigoureuse des déchets d'activités de soins à risques infectieux afin de prévenir les infections, protéger les patients et les professionnels et exercer votre activité dans un cadre réglementaire, déontologique et sécurisé. La prévention de la transmission des infections constitue une obligation fondamentale pour tous les professionnels de santé. Elle repose à la fois sur des exigences réglementaires, déontologiques et éthiques. Le médecin libéral doit tenir compte des risques infectieux liés à son activité, y compris face à l'émergence de nouveaux agents pathogènes. Le Code de déontologie médicale rappelle que le médecin doit exercer dans des locaux adaptés, garantir le secret professionnel, disposer de moyens techniques suffisants, veiller à la sécurité des personnes prises en charge, assurer la stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux utilisés, éliminer les déchets médicaux selon les procédures réglementaires, s'assurer de la compétence des personnes qui collaborent avec lui et faire respecter les règles d'hygiène, y compris lors de consultations réalisées en dehors du cabinet. L'aménagement des locaux joue un rôle central dans la maîtrise du risque infectieux. Un cabinet médical doit être organisé en différentes zones en fonction de leur niveau de risque de contamination. Les zones dites protégées, comme les salles d'examen et de soins, les espaces de conditionnement et de stockage du matériel stérile ou encore les zones de désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles, doivent être isolées des autres espaces et soumises à une hygiène stricte. Le nettoyage y repose sur le principe du bio-nettoyage associant un détergent et un désinfectant. Les zones administratives, telles que la salle d'attente, le secrétariat ou les bureaux, doivent être séparées des activités médicales et entretenues à l'aide de détergents simples. Les zones potentiellement contaminées, comme les locaux de stockage des déchets ou du matériel de ménage, nécessitent une attention particulière afin d'éviter toute propagation de contaminants. L'entretien des locaux doit suivre une organisation rigoureuse. Il commence toujours par les zones les plus propres, avant de traiter les zones potentiellement contaminées. Les matériaux, le mobilier et les revêtements doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. Les dispositifs médicaux propres ou stériles doivent être stockés dans des placards fermés, à l'abri de toute contamination. Un local spécifique doit être réservé à l'entreposage des déchets. Les personnes chargées de l'entretien doivent être formées, porter une tenue de protection adaptée et utiliser des équipements appropriés. Les éponges et serpillières sont proscrites dans les zones protégées. Un calendrier d'entretien des locaux doit être tenu à jour afin d'assurer une traçabilité des opérations de nettoyage. Au-delà des locaux, les principes d'hygiène standards doivent être appliqués pour chaque patient, pour chaque soin et en tout lieu d'exercice. L'hygiène des mains constitue la première mesure de prévention. Elle permet de limiter la transmission croisée entre patients et entre différents sites chez un même patient. Le port de gants protège à la fois le soignant et le patient, mais ne remplace jamais l'hygiène des mains et doit être réservé aux situations exposant à un risque identifié. La tenue vestimentaire participe également à la prévention des infections. La blouse médicale doit être lavée à haute température et des chaussures fermées, dédiées au cabinet, sont recommandées. Le port du masque dépend du risque identifié, qu'il s'agisse de projections, de gouttelettes ou d'aérosols, et l'hygiène respiratoire concerne aussi bien les soignants que les patients. Le choix des produits désinfectants doit répondre à des normes précises adaptées à leur usage. Les bonnes pratiques d'hygiène des mains imposent l'absence de bijoux, de vernis ou de faux ongles, l'utilisation exclusive de savons liquides ou de produits hydroalcooliques adaptés, l'interdiction des savons solides et des sèche-mains électriques et un rinçage soigneux. Une paire de gants correspond à un seul geste pour un seul patient. Le choix du masque dépend de la situation clinique. Masque médical pour protéger le patient, masque anti-projection pour protéger le soignant ou masque de protection respiratoire en cas de risque d'inhalation d'agents infectieux. La stérilisation et la décontamination des dispositifs médicaux constituent une autre étape essentielle. L'utilisation de matériel à usage unique est recommandée pour tous les gestes invasifs. Lorsque l'utilisation de matériel réutilisable est nécessaire, des protocoles stricts doivent être appliqués en fonction du niveau de risque infectieux. Les dispositifs médicaux sont classés selon qu'ils sont critiques, semi-critiques ou non critiques, en fonction de leur contact avec des cavités stériles, des muqueuses ou la peau intacte. À chaque catégorie correspond un niveau de désinfection
ou de stérilisation adaptée. La gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux représente une responsabilité majeure pour le médecin libéral. Ces déchets comprennent notamment les déchets issus des actes de diagnostic, de suivi et de traitement présentant un risque infectieux, les déchets fortement imprégnés de sang ou de liquide biologique avec risque d'écoulement, les objets piquants, coupants ou tranchants, les produits sanguins périmés ou incomplets, ainsi que certains fragments anatomiques. Un déchet simplement taché ne constitue pas systématiquement un déchet à risque infectieux. L'évaluation repose sur l'appréciation clinique. Le médecin, en tant que producteur, est juridiquement responsable de l'élimination de ces déchets. Le tri doit être effectué immédiatement après la production dans des emballages spécifiques et normalisés. Les déchets piquants, coupants ou tranchants doivent impérativement être éliminés dans des boîtes rigides prévues à cet effet. En aucun cas, ces déchets ne peuvent être laissés chez le patient ou éliminés avec les ordures ménagères. Le non-respect de ces règles expose à des risques infectieux pour les agents de collecte et engage la responsabilité pénale du professionnel. Le choix des emballages dépend du type de déchets produits, qu'ils soient solides, liquides, perforants ou non perforants. Les conditions et durées de stockage sont strictement encadrées et varient selon la quantité produite. Au-delà de certains seuils, un local spécifique, ventilé, sécurisé et facilement nettoyable est obligatoire. Il est recommandé de recourir à un prestataire spécialisé ou à un point d'apport volontaire pour la collecte et l'élimination des déchets. La traçabilité est assurée par un bordereau de suivi qui accompagne les déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination finale. La formation du personnel constitue un pilier indispensable du dispositif. L'ensemble des personnes intervenant dans le cabinet, y compris les stagiaires et les intervenants extérieurs, doivent être formés aux règles de tri, au conditionnement, aux filières d'élimination et aux mesures d'hygiène de base. Cette formation porte sur les différents types de risques, les équipements de protection individuelle, les comportements à adopter, le suivi médical et la gestion des incidents ou accidents. Elle doit être renouvelée régulièrement et évaluée afin de garantir une maîtrise durable du risque infectieux. Voici une synthèse des points principaux à retenir. Le respect des règles d'hygiène et la gestion rigoureuse des déchets d'activités de soins à risque infectieux sont des obligations essentielles du médecin libéral. Elles reposent sur l'aménagement adapté des locaux, l'application stricte des précautions standards, la maîtrise des procédures de stérilisation, un tri et une élimination conforme des déchets, ainsi que la formation continue des professionnels. Ces pratiques participent directement à la sécurité des patients, des soignants et à la qualité globale des soins. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.